Bonjour à toutes et tous, je suis Olivier Bachelet, je suis magistrat et enseignant en droit pénal et en procédure pénale depuis plus de 25 ans maintenant, tout particulièrement à l'attention des candidats à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat. L'objet de cette vidéo sera d'évoquer un certain nombre d'éléments de correction relatifs à l'épreuve de consultation juridique de droit pénal qui a été proposée aux candidats au titre de l'année 2025. L'énoncé de cette consultation juridique, vous pouvez le retrouver sans difficulté sur le site de la prépa ISP, étant entendu que, comme vous le savez probablement, le Conseil national des barreaux, sur son site, met à la disposition du public, en accès libre, l'ensemble des sujets qui ont été donnés au titre de l'année 2025, mais aussi au titre des années précédentes. Je ne vais donc pas ici perdre du temps à lire cet énoncé. De manière générale, le sujet de consultation juridique qui a été proposé en 2025, en ce qui concerne l'épreuve de droit pénal, était un sujet classique et même, à première vue, un sujet qui a pu apparaître comme plus simple que ceux qui avaient pu être proposés les années précédentes, dans la mesure où, à la différence donc de ces précédents sujets, eh bien, l'énoncé de la consultation juridique 2025 n'impliquait pas une, comment dirais-je, une interdépendance, une imbrication de responsabilité pénale entre différents protagonistes. Et ceci d'ailleurs était particulièrement marqué par la question finale qui nous amenait à distinguer entre la responsabilité pénale de deux personnes physiques et la responsabilité pénale de deux personnes morales. Il n'y avait pas, comme c'est souvent le cas en droit pénal, une implication des responsabilités pénales pour telle infraction X est auteur principal, Y en est le complice, et inversement, pour une autre infraction, Y va être l'auteur principal, tandis que X sera le complice. Il n'y avait pas donc lieu d'opérer des subdivisions particulièrement subtiles dans la constitution du plan euh, de réponse à la consultation juridique qui pouvait assez naturellement suivre les questions posées au terme de l'énoncé en termes de responsabilité pénale des différents protagonistes, personnes physiques, personnes morales. Mais cette impression, elle n'était qu'une impression à première vue, de supposer de grandes facilités ou moindres difficultés de résolution de cette consultation juridique, puisque en lisant attentivement l'énoncé une deuxième fois, je l'explique à l'attention des élèves de l'ISP dans mes cours de méthodologie, il ne faut évidemment jamais lire une seule fois l'énoncé, mais le lire plusieurs fois pour entrer dans ses subtilités. Eh bien, la relecture, cet énoncé, permettait de déceler des qualifications subsidiaires qui permettaient d'entrer dans des développements particulièrement techniques en droit pénal et qui permettaient aux candidats sans difficulté d'utiliser les 3 heures qui sont accordées pour la résolution de cette épreuve. Donc, une épreuve d'apparence plus simple, mais en réalité, à la lecture attentive de l'énoncé, une épreuve présentant un certain nombre de questions vraiment techniques en termes notamment de causes de non-imputabilité, de troubles psychiques, neuropsychiques ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes. Avant d'évoquer les quelques éléments à retenir en termes de qualification pénale, euh, je ferai quelques observations méthodologiques fondamentales, euh, ce qu'il fallait impérativement faire pour pouvoir mener à bien la résolution de cette consultation juridique et ce qu'il ne fallait absolument pas faire. En tout premier lieu, donc au titre des observations méthodologiques, euh, il faut bien avoir à l'esprit que la résolution d'une consultation juridique euh, exclut que l'on synthétise en guise d'introduction les faits.
Les candidats qui procèdent de la sorte perdent du temps et donc des points en synthétisant en guise d'introduction les faits. Alors évidemment, on ne retire pas des points parce que l'on fait une synthèse des faits en guise d'introduction, mais on va perdre du temps. Et perdre du temps, ça veut dire que l'on risque de ne pas traiter tous les aspects du cas et par voie de conséquence, directement, il y a une perte de points. Soyez efficace, ne synthétisez pas les faits en guise d'introduction, ça ne sert à rien. Le correcteur qui lira votre copie ne lira pas votre synthèse, ça ne l'intéresse pas, puisque de toute manière, il a évidemment, lui, pris connaissance de manière très attentive de l'énoncé, ainsi que de la grille de correction qui lui a été remise et qui a été établi par le concepteur du sujet. Les faits, vous devez les reprendre, hein, mais vous ne devez les reprendre que dans le cadre de vos développements, dans le cadre de vos syllogismes juridiques, la majeure, le rappel de la règle de droit, et la mineure, le rappel des faits, pour finalement arriver la solution. Donc, les faits, ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger lorsque je vous dis qu'il n'y a pas lieu de faire une synthèse de ces faits en guise d'introduction. Bien au contraire, il faut impérativement vous imprégner des faits et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire une lecture unique de l'énoncé, mais bien lire plusieurs fois votre énoncé. Et ces faits, vous allez les utiliser, mais à l'intérieur de vos développements pour eh bien, étayer votre syllogisme juridique. L'introduction de votre copie, elle ne doit pas être inexistante, hein. Euh, Vous devez avoir une introduction, mais elle est très brève. Cette introduction, elle consiste simplement à annoncer l'ordre global de vos développements. Vous écrirez par exemple, au regard des faits relatés, nous examinerons d'une part la responsabilité pénale de Romuald ici, d'autre part la responsabilité pénale de Thierry, et enfin les responsabilités pénales des personnes morales visées dans l'énoncé, à savoir Medica SA et Invest SA. Une phrase introductive, elle est euh, très courte, vous le voyez, et elle consiste simplement à annoncer l'ordre global de vos développements. S'agissant de vos développements ensuite, il faut impérativement qu'ils soient construits. Trop souvent, les candidats pensent qu'ils seront plus efficaces en commençant à écrire très rapidement. 3 heures, en effet, ça passe très vite, et on peut penser que, eh bien, il faut se mettre au travail à la rédaction de sa copie le plus vite possible. Mais c'est une mauvaise stratégie, parce que si vous procédez de la sorte, eh bien, vous n'aurez pas réfléchi de manière suffisamment attentive sur votre sujet et vous allez très rapidement, en écrivant, en raisonnant au fil de la plume, vous allez très rapidement eh bien, vous engouffrer dans des impasses, dans des qualifications auxquelles vous avez pensé initialement, mais qui, à bien y réfléchir, eh bien, n'existent pas. Ou bien vous engager sur des qualifications qui ne conviennent pas, mais qui néanmoins euh, permettent de retenir une qualification alternative à laquelle vous n'avez pas pensé parce que vous êtes allé trop vite dans l'analyse du sujet. Donc, il faut impérativement que vous lisiez attentivement votre sujet à plusieurs reprises. Une première fois, sans rien dans les mains, vous lisez le sujet simplement pour vous imprégner, pour savoir de quoi il retourne, quelle est l'histoire, grosso modo, quelles sont les grandes qualifications envisageables. Et puis ensuite, muni d'un stabilo ou d'un stylo, vous allez relire votre sujet en soulignant ou en surlignant les aspects essentiels qui permettent, par exemple, de dater les faits, puisqu'il y a une question de date hein, pour cette consultation juridique à bien mettre en évidence, les faits accomplis qui permettent de vérifier la matérialité de telle ou telle infraction. Une fois que vous avez fait cette lecture, cette deuxième lecture du sujet en soulignant, en surlignant les aspects les plus saillants, eh bien vous pouvez euh, recommencer une lecture, une troisième lecture, cette fois avec un brouillon à côté, pour noter
les différentes qualifications à retenir, de manière à pouvoir, au terme de cette troisième lecture, reprendre votre brouillon et structurer vos développements euh, pour chacun des protagonistes visés au terme de l'énoncé. Et au-delà de la construction de votre raisonnement juridique, il est impératif que dans votre copie, eh bien, le correcteur ait la perception de cette construction de votre raisonnement juridique. C'est-à-dire que vous devez impérativement faire apparaître des subdivisions dans votre copie. Vous ne pouvez pas, bien qu'ayant structuré votre raisonnement, vous ne pouvez pas ne pas employer différentes subdivisions parce que vous risquez de perdre votre correcteur et parce que le correcteur qui ne voit pas de subdivision a immédiatement l'impression que vous avez rédigé votre copie au fil de la plume. Donc, il est absolument impératif d'utiliser des subdivisions. Si ces subdivisions, elles s'imposaient d'elles-mêmes au regard des questions qui étaient posées à la fin de l'énoncé et au regard du fait qu'il n'y avait pas d'interdépendance entre les responsabilités pénales, de sorte qu'il aurait fallu construire notre raisonnement en distinguant les faits par événement puis par protagoniste. Ici, de manière assez exceptionnelle, l'on pouvait raisonner uniquement protagoniste. C'est ce que j'enseigne dans le cadre de la prépa. En règle générale, dans 95% des cas, la consultation juridique en droit pénal doit être structurée non pas par protagoniste, mais par événement. Pourquoi? Parce que si l'on raisonne par protagoniste et que l'on a ces liens d'interdépendance, de responsabilité pénale entre ces différents protagonistes, eh bien, en raisonnant par protagoniste, on a le risque de traiter de la responsabilité pénale d'un complice d'une infraction avant de traiter de la responsabilité pénale de l'auteur principal de la même infraction. Voilà. Et l'on risque alors de se trouver bien embêté lorsque l'on sait que la complicité en droit pénal français obéit à un mécanisme d'emprunt de criminalité. Comprenez par là que l'on est complice autant qu'existe une infraction principale punissable. Et traiter de la responsabilité pénale d'un complice avant d'envisager la responsabilité pénale de l'auteur principal, eh bien, c'est nous mettre en difficulté dans l'hypothèse où finalement il n'y aurait pas d'auteur principal, où il n'y aurait pas d'infraction principale punissable. C'est la raison pour laquelle, dans l'immense majorité des consultations juridiques qui ont ces situations d'interdépendance de responsabilité pénale, il vaut mieux choisir un plan par événement plutôt que par protagoniste. Mais ici, en 2025, cette année-là, il était tout à fait possible de raisonner par protagoniste dans la mesure où il n'y avait pas ces liens d'interdépendance. Quoi qu'il en soit, il fallait impérativement construire son raisonnement et utiliser des subdivisions apparentes pour pouvoir guider, prendre par la main votre correcteur et lui montrer que vous avez effectivement structuré vos développements. Enfin, troisième leitmotiv, troisième point absolument incontournable, c'est le raisonnement juridique que vous allez ensuite développer à l'intérieur de l'examen de la responsabilité pénale de chacun des protagonistes. Il faut impérativement mettre en œuvre le raisonnement logique propre au droit pénal qui consiste à raisonner en trois temps. C'est ce que j'appelle le raisonnement en triptyque. Ce raisonnement en trois temps qui s'applique pour toute infraction. Ce raisonnement en trois temps, il consiste à distinguer d'une part la caractérisation de l'infraction, d'autre part l'imputation de l'infraction, et enfin la répression de l'infraction. Vous avez donc, pour chaque infraction, envisagé à l'égard de chaque protagoniste, trois temps à développer. Celui de la caractérisation de l'infraction, d'abord, ce temps-là, il consiste à vérifier la réunion des trois éléments constitutifs de l'infraction. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral.
Si l'un de ces éléments fait défaut, évidemment, l'infraction n'est pas caractérisée et par voie de conséquence, il n'est pas nécessaire d'aller dans des développements relatifs à l'imputation ou à la répression. Si l'infraction est caractérisée, élément légal, élément matériel, élément moral, vous devez alors procéder à la vérification du deuxième temps du triptyque, qui est celui de l'imputation de l'infraction. L'imputation de l'infraction, c'est en règle générale s'interroger, à la lecture de l'énoncé, sur l'existence de causes d'irresponsabilité pénale. Est-ce que, pour cette infraction qui est caractérisée dans tous ces éléments, est-ce que le protagoniste dont j'envisage la responsabilité pénale est susceptible de bénéficier d'une cause d'irresponsabilité pénale, qu'il s'agisse de cause de non-imputabilité, comme le trouble mental, qu'il fallait évidemment traiter ici, ou bien pouvait-il, notre protagoniste, bénéficier d'un fait justificatif tel que l'état de nécessité notamment. Une fois que l'on a traité l'imputation de l'infraction, qui doit évidemment être traitée à la lecture de l'énoncé, attention, là aussi c'est un écueil qu'il faut impérativement éviter, cet écueil qui consiste à prendre prétexte du cas pratique pour réciter son cours. La résolution d'une consultation juridique, ce n'est pas une récitation de cours. Et donc, on ne prend pas prétexte de l'énoncé pour étaler tout ce que l'on connaît sur les causes d'irresponsabilité pénale. Bon, le temps de l'imputation de l'infraction, il n'est pas là pour que l'élève fasse l'énumération de toutes les causes d'irresponsabilité pénale pour montrer qu'il les connaît et pour les éliminer. Non. Lorsque l'on traite de l'imputation de l'infraction, on relit l'énoncé, on vérifie s'il y a un argument ou pas à mettre en avant de manière à permettre qu'une cause d'irresponsabilité pénale prospère. Mais s'il n'y a rien à dire, si l'énoncé ne nous donne aucune bille concernant une quelconque cause d'irresponsabilité pénale, eh bien, on, on passe ce deuxième temps du triptyque très rapidement. Je ne dis pas qu'il faut alors le passer sous silence. Il faut montrer au correcteur qu'on est passé par le deuxième temps du triptyque, mais on peut très bien écrire, à la lecture de l'énoncé, il n'apparaît pas que notre protagoniste puisse utilement invoquer une quelconque cause d'irresponsabilité, que ce soit à titre de cause de non-imputabilité ou de fait justificatif. Cette phrase, elle peut être employée, vous fait gagner du temps, vous ne récitez pas votre cours, et vous montrez malgré tout au correcteur que vous êtes passé par ce deuxième temps du raisonnement en triptyque. Mais ici, hein, pour la consultation juridique 2025, il y avait des développements à tenir s'agissant tout particulièrement de Romuald en termes de cause d'irresponsabilité pénale. Et puis, une fois qu'on a effectivement dit que l'infraction est caractérisée, une fois qu'on a dit que cette infraction finalement est imputable à la personne dont on envisage la responsabilité pénale, eh bien le troisième temps du triptyque consiste à traiter la répression de cette infraction, étant souligné que lorsque l'on traite de la répression de l'infraction, on ne traite en principe que des peines principales encourues. On n'attend pas de vous, encore une fois, ce n'est pas une récitation en cours, la résolution d'une consultation juridique. On n'attend pas de vous que vous récitiez votre cours sur les peines complémentaires encourues pour telle ou telle infraction, comme on n'attend d'ailleurs pas de vous que vous recopiez le code pénal avec la ribambelle de peines complémentaires susceptibles d'être prononcées par le juge. Non. Si l'on veut vous voir parler d'une peine complémentaire, eh bien, on vous invitera à le faire dans l'énoncé. On mettra très clairement en scène une situation qui est douteuse s'agissant du prononcé de telle ou telle peine complémentaire pour vous amener à traiter ces peines complémentaires. Si rien n'est dit dans l'énoncé, on s'en tient aux peines principales encourues, c'est-à-dire peine privative de liberté, peine d'amende, avec évidemment à ce stade-là hein, l'intégration d'éventuelles circonstances aggravantes, que ce soit des circonstances aggravantes liées aux faits qui vous sont décrits ou que ce soit des circonstances aggravantes liées à la situation personnelle de l'intéressé, dans l'hypothèse d'une éventuelle récidive, mais cette question n'avait pas à être traitée hein, pour notre consultation juridique 2025. Voilà, grosso modo, brosser les
points de méthode les plus saillants à absolument mettre en œuvre, et en particulier, hein, deux points absolument capitaux. Ne pas raisonner au fil de la plume, structurer son raisonnement, réfléchir au préalable. Grosso modo, sur 3 heures d'épreuve, vous devez réserver 25 minutes, maximum 30 minutes à la préparation de votre copie. Mais ne commencez pas bille en tête dès que vous avez lu une première fois le sujet. Ne commencez pas bille en tête la rédaction de votre copie. Non. Réfléchissez, construisez votre raisonnement, cherchez les qualifications juridiques les plus pertinentes. Euh, Premier point absolument à respecter, c'est celui-là. Et puis le deuxième point, bien sûr, il consiste à rendre compte finalement au correcteur de la manière dont vous avez structuré votre développement et à bien justifier les réponses auxquelles vous allez aboutir au moyen du raisonnement qui est attendu de vous en droit pénal, qui est ce raisonnement en triptyque caractéristique du droit pénal, caractérisation de l'infraction, imputation de l'infraction, répression de l'infraction. S'agissant à proprement parler de la consultation juridique 2025, eh bien, je le disais, hein, c'était un plan pour protagonistes qui nous était soufflé d'ailleurs à la fin de l'énoncé, par la dernière phrase de l'énoncé, et qui apparaissait le plus approprié pour cette année 2025 au regard, comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette absence d'interdépendance, d'imbrication, de responsabilité pénale. Et donc, logiquement, l'on pouvait distinguer dans un grand 1 la responsabilité pénale de Romuald, puis dans un grand 2 la responsabilité pénale de Thierry, et enfin dans un grand 3 la responsabilité pénale des personnes morales, Medica SA d'une part, Invest SA d'autre part. Pour ce qui concerne la responsabilité pénale de Romuald, alors une lecture trop rapide de l'énoncé a mené un certain nombre de candidats à ne retenir finalement qu'une seule infraction, l'infraction de nature sexuelle accomplie par Romuald, ce cunilingus pratiqué sur Josette, alors endormi, euh, par Romuald. Néanmoins, encore une fois, la lecture attentive et répétée de l'énoncé devait vous amener à prendre en compte d'autres considérations que uniquement cet acte sexuel, ce cunilingus pratiqué sur Josette. Évidemment, il fallait traiter de cette question, mais pas exclusivement parce qu'il y avait des éléments satellites qui n'étaient pas là par hasard et qui devaient impérativement donner lieu à des conséquences dans votre copie juridique. D'abord, la question des implications pénales de la prise préalable du traitement médical, hein, puisqu'on nous explique que si Romuald a eu ce comportement à l'égard de Josette, c'est à la suite de la prise d'un traitement qui est de nature à générer des pulsions sexuelles incontrôlables. Et puis au-delà de cela, il n'y avait pas que l'acte lui-même que le cunilingus a traité pénalement. Il y avait aussi cette indication dans l'énoncé concernant l'incapacité totale de travail subie par Josette. Il est mentionné dans l'énoncé que, à la suite des faits, Josette a quitté Romuald et s'est vue établir une incapacité totale de travail de 6 mois. Il fallait donc se poser la question de la qualification pénale à retenir s'agissant de cette incapacité totale de travail subie par Josette. Vous le voyez, on ne pouvait donc pas se cantonner uniquement à l'acte sexuel, il y avait d'autres circonstances à prendre en compte. C'est pour ça, à nouveau, je le répète, il faut vraiment lire de manière très attentive l'énoncé et ne pas se contenter d'une lecture rapide superficielle pour te jeter bille en tête dans la rédaction de notre copie. On a l'impression d'aller vite, de gagner du temps, mais en réalité, on va à la catastrophe en procédant de la sorte. Pour la responsabilité pénale de Romuald, il fallait donc distinguer les faits relatifs au cunilingus pratiqué sur Josette de l'incapacité totale de travail subie par Josette. Et
Pour ce qui concerne les faits relatifs au cunnilingus pratiqué sur Josette, eh bien entendu, il fallait se poser la question de l'infraction susceptible d'être caractérisée s'agissant de ce cunnilingus, et puis ensuite rebondir sur la qualification euh, spéciale euh, applicable dans l'hypothèse d'une irresponsabilité pénale de Romuald liée à la prise de médicaments, cette qualification subsidiaire consistant euh, dans une mise en danger spéciale liée à cette prise préalable du traitement médical. Euh, D'abord, pour ce qui concerne le cunnilingus pratiqué sur Josette, on appliquait le triptyque, caractérisation, imputation, répression de l'infraction. Je ne vais pas ici rentrer dans le détail de tous ces éléments de correction parce que, dans le cadre de cette vidéo, je n'en ai pas les moyens ni le temps. En revanche, cette correction est absolument complète et totale à l'attention des élèves de l'ISP inscrits au titre de la préparation de l'examen d'entrée au Centre régional de formation à la profession d'avocat. La correction de cette consultation juridique 2025, la correction complète dure un peu plus d'une heure et quart. Mais ici, dans le temps qui m'est imparti, une trentaine de minutes, j'insiste vraiment sur les points les plus saillants. Et donc, pour le cunnilingus pratiqué sur Josette, il fallait procéder au triptyque, caractériser l'infraction, en l'occurrence, c'était une qualification de viol, par acte bucogénital et par surprise, avec cette particularité, au titre de l'imputation de l'infraction, eh bien que Romuald avait réalisé cet acte alors qu'il était sous l'empire d'un trouble psychique ou neuropsychique, ayant totalement aboli le contrôle de ses actes, ce qui résulte de l'expertise diligentée dans le cadre de l'information judiciaire, puisque la substance absorbée par Romuald à titre de traitement thérapeutique euh, a été identifiée comme susceptible effectivement de créer de telles pulsions incontrôlables de nature sexuelle. Il fallait donc souligner l'absence de responsabilité pénale de Romuald s'agissant de ce cunnilingus, de ce viol bucco-génital imposé à Josette alors endormie, et donc l'impossibilité de prononcer évidemment une peine, néanmoins la possibilité, dans le cadre de la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale, la possibilité de décider de mesures de sûreté notamment une interdiction de contact avec Josette, puisqu'il résulte de l'énoncé qu'elle apparaît particulièrement choquée par ces faits et qu'elle a manifestement besoin de prendre du champ par rapport au Romuald qu'elle a quitté. Et une fois qu'on a perçu donc cette irresponsabilité pénale liée au trouble mental, on pourrait alors, encore une fois, en ayant bien réfléchi en amont sur notre sujet, on pouvait alors rebondir sur la qualification alternative et spéciale de mise en danger applicable à celui qui bénéficie d'une cause d'irresponsabilité liée au trouble mental à la suite de la commission matérielle d'un viol. C'est l'article 222-26-2 du Code pénal qu'il fallait alors mettre en œuvre qualification pénale venant sanctionner non pas le cunnilingus, qui ne peut pas donner lieu à répression pénale, puisque ce cunnilingus revêt la qualification de viol non imputable au bout du compte à Romuald du fait du trouble mental, une qualification alternative de mise en danger spéciale prévue par l'article 222-26-2 sanctionne non pas le cunnilingus, mais sanctionne la prise du médicament. Cette prise du médicament qui est de nature à reprocher à Romuald sous réserve évidemment qu'il ait connaissance de la nature dangereuse des substances qu'il prend, de sorte qu'il fallait être vigilant dans la lecture de l'énoncé et constater que les faits avaient eu lieu à l'été 2024
tandis que les effets indésirables du médicament avaient été révélés au public septembre 2024. Septembre, c'est encore dans le courant de l'été. Et donc, de deux choses l'une, soit l'acte a eu lieu avant la révélation des effets indésirables, et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que Romuald savait que le médicament qu'il ingérait était de nature à créer un danger pour autrui, et dans ce cas-là, qualification pénale de mise en danger spéciale prévue par l'article 222-26-2 n'était pas applicable. Soit les faits avaient eu lieu à compter de septembre 2024, on est encore à l'été, jusqu'à la fin 2024, alors que les effets indésirables avaient été révélés au grand public, de sorte que, à ce moment-là, Romuald savait que l'ingestion de ce traitement était de nature à créer un danger pour autrui, et en particulier pour Josette, de sorte que l'infraction peut alors lui être imputée. Et dans ce cas-là, vous faites application évidemment des dispositions du même texte, hein, 222-26-2, qui prévoit 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende pour ce qui concerne donc euh, les faits de prise préalable du traitement médical. Mais encore une fois, sous réserve que ces faits interviennent alors que les effets indésirables étaient connus du grand public, c'est-à-dire à compter d'août-septembre 2024. Avant, il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'élément moral, de sorte que l'infraction n'est pas caractérisée. Ceci au titre du cunilingus. Ensuite, s'agissant de l'incapacité totale de travail subie par Josette, il fallait avoir l'esprit que la mention d'une incapacité totale de travail vient au soutien d'un certain nombre de qualifications matérielles au sens de l'élément matériel, c'est-à-dire des infractions qui occasionnent un préjudice, un dommage pour autrui. Et naturellement, hein, la qualification qui vient à l'esprit liée à l'existence d'une incapacité totale de travail, c'est la qualification de violence. Et donc, des candidats ont tiré les conséquences de cette ITT, pour ceux qui se sont évidemment souciés hein, de cette circonstance de l'incapacité totale de travail subie par Cosette, ils en ont tiré la conséquence de l'existence de faits de violence. Néanmoins, néanmoins, il faut rappeler que pour qu'il y ait violence, il faut démontrer là aussi les éléments constitutifs de cette infraction au titre de la caractérisation et en particulier l'élément moral. Et l'élément moral des violences exige un dol général qui consiste dans la volonté du comportement, la volonté des coups portés, par exemple, mais aussi un dol spécial qui consiste dans la volonté de faire mal ou la volonté de choquer. En d'autres termes, la volonté d'occasionner un choc physique ou à minima émotif pour la victime. Or, le comportement qui a été adopté par Romuald, euh, cet acte sexuel sur Josette, il n'était pas animé à ce moment-là, Romuald, de l'intention d'occasionner un choc physique ou un choc émotif pour Josette. Et donc la qualification de violence me paraît particulièrement inappropriée. En réalité, Romuald, il a eu la volonté du comportement, pratiquer l'acte sexuel, même si au bout du compte, ça ne lui est pas imputable par l'effet du trouble mental. Il n'en demeure pas moins qu'il a eu la volonté d'un comportement, mais il n'a pas eu la volonté d'un résultat dommageable. Et ceci est caractéristique des infractions non intentionnelles. On a la volonté d'un comportement, mais on n'a pas la volonté d'un quelconque résultat dommageable. C'est la raison pour laquelle, s'agissant de l'incapacité totale de travail subie par Jeannette, eh bien, il fallait en réalité envisager la qualification de blessures involontaires. Blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, en l'espèce 6 mois. Il s'agit de l'article 222-19 du Code pénal, en soulignant bien que, évidemment, tout est là aussi une question de date, puisque Romuald pratique l'acte au courant de l'été,
Il peut l'avoir pratiqué avant la divulgation des effets indésirables du traitement, c'est-à-dire fin juin, juillet, août 2024. Mais dans ce cas-là, puisqu'il ne sait pas que le traitement est de nature à entraîner ces pulsions incontrôlables de nature sexuelle, on ne peut pas lui reprocher une quelconque faute, une quelconque imprudence dans la prise du médicament. Puisqu'il ne sait pas ses effets indésirables, il n'y a pas de faute à lui imputer, de sorte que les blessures involontaires ne peuvent pas lui être reprochées. En revanche, à partir de septembre 2024, ce moment où les effets indésirables sont portés à la connaissance du public, le fait d'avoir poursuivi le traitement de sorte à adopter le comportement qu'il a adopté sur Josette, il y a là une faute susceptible de lui être imputée en tant que auteur direct, évidemment, de, du dommage euh, imposé de manière involontaire euh, à Josette, cette incapacité totale de travail égale, d'après l'énoncé, à 6 mois. Cette qualification de blessure involontaire qui apparaît caractérisée à compter de septembre 2024, mais qui ne l'est pas avant, fin juin, au mois de juillet et au mois d'août 2024, faute d'informations sur le caractère nocif, sur les effets indésirables du traitement, cette qualification de blessures involontaires, elle est caractérisée donc à compter de septembre 2024. En revanche, est-elle imputable à Romuald? Moi aussi, la réponse est non. La réponse est non, puisque, dans l'hypothèse, il a agi sous l'empire de ce médicament qui entraîne des pulsions incontrôlables. On est très exactement dans la situation qui a donné lieu à l'arrêt abondamment commenté du 14 avril 2021 de la Cour de cassation. Cet individu qui avait défenestré une personne âgée après la prise de substances psychoactives, euh, l'ayant défenestré en pensant qu'il s'agissait d'un démon. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 14 avril 2021, a estimé que si l'on pourrait considérer que la consommation de ces substances constitue une faute préalable, eh bien là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. S'il y a un trouble mental qui a totalement aboli le contrôle des actes, peu importe que ce trouble mental trouve son origine dans une faute préalable, il ne peut pas y avoir de responsabilité pénale. Et alors, à partir du moment où il n'y a pas de responsabilité pénale, se pose la question de savoir, puis-je rebondir sur une qualification subsidiaire, comme on l'a fait à propos du cunnilingus. À propos du cunnilingus, on a dit que le viol ne peut pas être retenu, et on a rebondi sur la qualification subsidiaire et spéciale de mise en danger, 222-26-2. La difficulté, c'est qu'en matière de blessures involontaires, il n'y a pas de qualification alternative à la différence du viol. Il n'y a pas de qualification de mise en danger spéciale qui s'appliquerait dans le cas où l'individu bénéficie de l'irresponsabilité liée du trouble mental s'agissant de faits de blessures involontaires. Par conséquent, on aboutit à une absence de responsabilité pénale de Romuald s'agissant des faits commis sur Josette. Et puis, puisque l'on est dans une situation de concours d'infraction, plusieurs infractions caractérisées sont susceptibles d'être retenues à l'égard de Romuald. Il fallait évoquer brièvement la question des concours d'infraction et souligner que l'infraction caractérisée de viol, je dis bien caractérisée, hein, pas nécessairement finalement imputable, mais les infractions caractérisées de viol de mise en danger spéciale et de blessures involontaires qui résultent de faits somme toute identiques pouvaient être retenues nonobstant la règle non bis in idem, puisque la jurisprudence du 15 décembre 2021 de la Cour de cassation pose désormais comme principe que la règle non bis in idem n'est pas un obstacle à ce qu'un même fait puisse donner lieu à plusieurs qualifications pénales, sauf exception particulière qui ne sont pas remplies en l'espèce.
Il fallait, après la responsabilité pénale de Romuald, envisager la responsabilité pénale de Thierry, et là aussi, l'on devait au préalable souligner l'applicabilité d'un certain nombre de qualifications, notamment les qualifications intentionnelles. Thierry ne peut pas être considéré comme complice, par exemple, du viol, euh, de l'infraction de mise en danger spéciale ou des blessures involontaires, parce que la complicité implique un comportement intentionnel de la part de l'agent, ce qui ne résulte absolument pas de l'énoncé. Ensuite, l'énoncé pouvait vous amener à envisager la qualification de tromperie, puisque l'on sait que au programme CRFPA de droit pénal figurent les pratiques commerciales trompeuses prévues par le Code de la consommation. Et effectivement, la tromperie, qui est prévue par les articles L 441-1 et suivants du Code de la consommation, euh, pouvait être considérée comme caractérisée en espèces dans la mesure où nous étions en présence de comportements de nature à tromper les consommateurs sur les risques dans l'emploi du médicament, sur les qualités substantielles de ce médicament. Néanmoins, il ne fallait pas traiter dans le détail la qualification de tromperie parce que elle ne figure en réalité pas au programme CRFPA. Donc, vous pouviez l'évoquer en guise d'introduction de vos développements en soulignant que la qualification de tromperie pouvait être retenue, mais qu'elle ne serait pas développée dans la mesure où la tromperie ne figure pas au programme, et en particulier, la tromperie ne doit pas être confondue avec les pratiques commerciales trompeuses. En effet, les pratiques commerciales trompeuses, quand on lit le Code de la consommation, n'englobent pas les infractions de tromperie, puisque les pratiques commerciales trompeuses sont en réalité la nouvelle dénomination donnée à ce qui était constitutif auparavant de la publicité mensongère ou de la publicité trompeuse. Ce qui est en réalité au programme au CRFPA, ce sont les infractions de publicité mensongère que l'on appelle aujourd'hui pratiques commerciales trompeuses. Et donc, il faut démontrer en réalité des comportements de tromperie dans la promotion d'un bien, ce qui n'est absolument pas ce qui est décrit dans notre énoncé. On est sur un acte de tromperie, sur les qualités du produit, pas sur un acte de tromperie dans la promotion du produit. De sorte que si la tromperie pouvait être caractérisée, dans la mesure où elle ne figure pas au programme, elle ne devait pas être développée. Et puis, beaucoup sont allés sur la qualification de risque causé à autrui. Le risque causé à autrui, qui est une infraction de mise en danger, mais il y en a d'autres, prévu par l'article 223-1 du Code pénal. Le fait d'avoir laissé ce médicament sans mentionner les effets indésirables constituerait le risque causé à autrui. La difficulté, c'est que pour retenir cette qualification de risque causé à autrui, il faut nécessairement démontrer la violation, manifestement délibérée, et la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, c'est-à-dire qu'il faut démontrer la violation d'un texte technique. Euh, et l'énoncé ne nous mentionne rien à ce propos. Et il ne vous appartient pas, dans le cadre de la résolution de votre consultation juridique, d'avoir une connaissance encyclopédique de toutes les dispositions légales et réglementaires prévues par tous les codes, prévues par toutes les lois, prévues par tous les règlements, dans n'importe quel secteur d'activité, qui peuvent venir au soutien d'un risque causé à autrui au titre de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité. Si vous n'avez rien dans l'énoncé, eh bien, vous ne pouvez pas développer la condition préalable du risque causé à autrui. Vous devez donc l'écarter. Vous ne le passez pas sous silence. Vous le dites. On vise d'introduction dans la responsabilité pénale de Thierry. Vous éliminez toutes les infractions intentionnelles. La complicité ne peut pas être retenue. Vous éliminez la tromperie et vous éliminez le risque causé à autrui. Finalement, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, ce sont là aussi les blessures involontaires. Parce que Thierry, il a adopté un comportement en ne retirant pas du marché le médicament ou en n'informant pas promptement le public des effets indésirables. Il a adopté un comportement qui a contribué au dommage subi par Josette, ce qui est la définition même de l'auteur indirect de blessures involontaires, telles que posées
notamment par l'alinéa 4 de l'article 121-3. Et donc, pour Thierry, la qualification qui semblait la plus appropriée, c'était celle de blessures involontaires en tant qu'auteur indirect, étant souligné que, là aussi, il fallait opérer une distinction selon que les faits avaient eu lieu après septembre 2024, ou plutôt à compter de septembre 2024 ou avant septembre 2024. Si les faits ayant généré l'incapacité de Josette ont eu lieu dans le courant de l'été avant septembre 2024, on peut effectivement estimer que Thierry a commis une faute, puisqu'il est demeuré inerte, il n'a pas informé le public sur les effets indésirables du produit. En revanche, à compter de septembre 2024, si les faits ayant généré l'incapacité totale de travail subie par Josette ont eu lieu à compter de septembre 2024, et bien là, il n'y a pas de faute à reprocher à Thierry, puisque à compter de cette date-là, il apparaît dans l'énoncé que le public a été informé des effets indésirables, de sorte que Thierry a rempli ses obligations et n'a pas commis de faute en lien avec le préjudice subi par Joseph. Enfin, finir, la responsabilité pénale des personnes morales, c'était une question assez simple à traiter, pourvu que l'on connaisse son cours sur la responsabilité pénale des personnes morales. D'abord, pour ce qui concerne la responsabilité pénale de la société Medica SA, on pouvait être très rapide et souligner que l'absorption de la société Medica SA par Invest SA avait entraîné la dissolution instantanée de Medica, de sorte qu'aucune responsabilité pénale ne pouvait être engagée, ne pouvait être imputée à Medica, puisque Medica n'est plus un être juridique, par application notamment de l'article 133-1 du Code pénal, euh, et l'article 6 aussi du Code de procédure pénale concernant le décès, puisque la dissolution d'une personne morale est l'équivalent du décès d'une personne physique. Donc on écartait la responsabilité pénale de la société Medica pour aller ensuite sur la responsabilité pénale de la société Invest SA et poser donc la question évidemment du transfert de responsabilité pénale. S'agissant de la responsabilité pénale d'Invest SA, il fallait souligner que l'on est bien en présence d'une personne morale, en l'occurrence de droit privé, s'agissant d'une société anonyme, d'une société par action. Il fallait ensuite souligner que l'infraction de blessures involontaires, caractérisée selon la date, hein, évidemment, des faits générateurs du préjudice subi par Josette, eh bien, cette infraction de blessures involontaires avait été commise par un organe de la société Invest SA, puisqu'il résulte de l'énoncé que Thierry est le dirigeant à la fois de Medica et d'Invest. La difficulté étant évidemment de démontrer que l'infraction avait été commise pour le compte d'Invest SA. En réalité, elle n'a pas été commise pour le compte d'Invest SA, puisque l'infraction a été commise pour le compte de Medica SA au moment où cette infraction a effectivement eu lieu. De sorte que normalement, il ne devrait pas y avoir de responsabilité pénale d'Invest SA, et c'est là que vient le relais de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'arrêt du 25 novembre 2020, qui prévoit, sous l'influence forte des jurisprudences européennes, tant de la Cour de justice de l'Union européenne que de la Cour européenne des droits de l'homme, qui prévoit qu'en cas de fusion-absorption, pour les sociétés par action notamment, eh bien, il peut y avoir un transfert de responsabilité pénale. Il fallait citer cette jurisprudence du 25 novembre 2020, les jurisprudences des cours européennes, pour souligner donc qu'au bout du compte, la société Invest SA allait pouvoir se voir imputer l'infraction de blessures involontaires, sous réserve, évidemment, que les faits générateurs du dommage subi par Josette aient eu lieu avant septembre 2024, au moment où la faute existait. Après septembre 2024, je l'ai dit, ou à compter de septembre 2024, il n'y a pas de faute imputable à Thierry et donc à la société. Au titre de la répression de l'infraction, dans l'hypothèse où les blessures involontaires auraient été commises avant septembre 2024, il fallait souligner le quantum de l'amende encourue égal au quintuple, hein, de l'amende encourue par une personne physique pour la même infraction,
Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la responsabilité pénale de Thierry lui fait encourir en matière de blessure involontaire 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et donc, pour ce qui concerne Invest SA, dans l'hypothèse où elle serait déclarée coupable de blessures involontaires s'agissant des faits commis avant septembre 2024, elle encourrait 30 000 fois 5, c'est-à-dire 150 000 € d'amende. Voilà pour ces brefs éléments, hein, les points les plus saillants concernant la correction de l'annale 2025 de droit pénal. Euh, Tout est détaillé dans le cadre de la correction dispensée aux élèves de l'ISP et j'espère vous compter parmi ceux-là. Quoi qu'il en soit, j'espère également que ces développements vous seront utiles et je vous souhaite bon courage dans la poursuite de vos apprentissages et de vos entraînements. Et je vous dis, je l'espère, à très bientôt.